On bosse exactement sur les choses où il n'y a pas de données. On fait les drones martiens du CNES par exemple. Et ben quand tu vas faire voler un drone sur Mars, bah, tu n'as pas de retour d'expérience que rien n'a volé sur Mars. Notre sujet aujourd'hui, nous, c'est d'identifier des problèmes sociétaux et d'y apporter des réponses. Par exemple, là, on développe un projet qui s'appelle 1000 cafés, qui a pour objectif de réintroduire, de recréer 1000 cafés dans des villages de moins de 3500 habitants où il n'y a plus de commerce en général. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire et que si on n'avait pas mis le Green Deal européen, si on ne met pas 40 flics qui descendent chez Deutsche Bank pour du greenwashing, en fait, le changement culturel, peut-être qu'il arrivera, mais je pense qu'il arrivera 1 milliard de fois trop tard. Bonjour. Non, pas du tout. Bonjour. Louis, enchanté. Vincent, ravi. Super. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Vincent, ravi. Enchanté. Génial. Je vais vous laisser vous présenter, moi je suis le jeune de la bande. Honneur à vous. La jeune génération qui va nous pousser dehors. Pas du tout, moi je pense que j'ai tout à apprendre de vous. Moi j'ai 24 ans, donc j'ai terminé mes études l'année dernière. J'ai fait 4 ans de finance et mes premiers stages un peu, on va dire, chez des acteurs financiers traditionnels. Et je dois dire que ça ne m'a pas plu plus que ça. Et donc moi, j'avais un peu une idée autour du développement durable déjà, du trading vert, comment faire de l'argent et en plus aider des entreprises qui sont vraiment, entre guillemets, sustainable. Très vite, on a réalisé avec mon cofondateur que ça allait nous prendre 2 ans et que ça allait nous coûter très cher d'avoir les agréments un peu de l'AMF, de l'ACPR et tout. Et justement, comme je te disais, nous, on est une plateforme de data analytics, ESG, spécialisée dans le risque. Et donc nous, voilà, on est tout jeune dans ça, on a 6 mois, c'est Fingreen. On a la chance d'être à la station F aujourd'hui et ça a un peu changé ma vie. C'est moi le plus jeune ensuite. Donc moi je m'appelle Vincent. Alors du coup j'ai pas tout à fait ton profil, mais donc j'ai fait école d'ingénieur, doctorat. J'ai passé 5 ans à travailler dans l'industrie et au bout de 5 ans j'en avais marre. Je trouvais qu'on vendait mal les choses et donc j'ai quitté ma boîte, j'ai vendu mon appart et j'ai monté 3 sociétés en un an. J'en ai racheté une 4e, donc aujourd'hui je dirige un groupe de 4 sociétés, toutes dans le même domaine. On est dans le domaine de l'intelligence humaine augmentée. Donc vous connaissez l'IA, Louis connaît l'IA forcément. Vous connaissez l'IA. L'IA c'est peu d'hommes et beaucoup d'apprentissage sur des bases de données, tu en as très bien parlé, des bases de données, etc. Nous on est le compromis exactement inverse. C'est-à-dire on a constaté le fait de dire que l'IA n'était pas toujours explicite ou très mal explicable. Et donc on s'est dit c'est quand même idiot de se passer du savoir-faire qu'a développé l'homme pendant des centaines d'années. Et donc nous on fait le compromis opposé à l'IA, qui est de dire on fait beaucoup d'hommes et très peu d'apprentissage. Donc on a développé 2 outils qui permettent aux gens de capitaliser leur manière de penser, leur logique de pensée. Quand tu as par exemple l'analyse d'un investissement green ou d'un impact positif vert sur le monde, mais en fait les gens ont une manière d'appréhender le problème pour dire c'est vert ou c'est pas vert, si je caricature un petit peu. Et bien nous, on a développé un outil qui permet de dire en langage naturel comment est-ce qu'on analyse un problème. Et l'outil va dire j'ai compris ta logique, donne-moi toutes les idées que tu as pour faire quelque chose de vert, de bio ou améliorer une situation. Et donc je vais explorer le champ des possibles entièrement. Et je vais te dire ben voilà toutes les solutions que tu aurais pu imaginer seul, enfin tu aurais pu imaginer avec ton savoir-faire si tu avais eu des moyens et des ressources illimitées. Voilà. Donc c'est un principe méthodologique outillé, un peu comme l'IA, en disant on a des algorithmes qui permettent de faire de l'intelligence humaine augmentée, on a les outils pour. Et ensuite ce principe-là, il a été appliqué dans plein de domaines. Alors comme je suis ingénieur de culture ingénieur, j'ai commencé par faire de l'ingénierie avec. On fait les drones martiens du CNES par exemple. Et quand tu vas faire voler un drone sur Mars, tu n'as pas de retour d'expérience que rien n'a volé sur Mars. C'est fou. Et donc la question c'est comment on fait pour tacler un problème sur lequel on n'a jamais donné. L'avion du futur électrique, le train du futur autonome. Il n'y a pas de données, ça n'existe pas. Comment tu fais? Et là, l'IA est perdue parce qu'il n'y a pas de données. Donc on ne sait pas apprendre avec de l'IA. Par contre, quand tu mets un ingénieur face à ce genre de problème, il va savoir le résoudre. Comme vous saurez résoudre tous les problèmes dans votre domaine. Et comment on ferait pour faire ça? En fait, vous allez appliquer des patterns de pensée, des logiques en disant cette logique-là est un peu commune avec quelque chose que j'ai déjà connu. Et donc je vais la réappliquer en la tordant un petit peu sur un nouveau problème nouveau. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça. C'est on capitalise la manière dont les gens ont de penser les choses. Et donc, d'une manière globale, on a tous ces systèmes de pensée. C'est ce qu'a démontré Daniel Kahneman, un grand chercheur israélo-américain très connu, qui a démontré qu'on avait tous deux modes de pensée, un système 1, un système 2. En fait, on a tous des patrons de pensée en tête qu'on applique.
qui sont issus de tout notre retour d'expérience, etc. Alors, du coup, un jeune qui sort d'école, il n'y a pas de dévalorisation, hein. Un jeune qui sort d'école, il a moins d'a priori. Tu parlais des gens qui font ça depuis 20 ans versus toi qui as 6 mois là-dedans. En fait, tu n'as pas les a priori des gens qui ont 20 ans d'expérience. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eux qui ont 20 ans d'expérience, ils vont appliquer des préceptes qu'ils ont appris dans leur carrière, alors que toi, tu vas arriver avec des choses complètement nouvelles parce que tu n'as pas d'a priori. Voilà, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à capitaliser les deux, et on va faire la synthèse des deux pour dire, si on était jeune, voilà ce qu'on irait chercher comme solution. Si on était plus expérimenté, voilà ce qu'on irait, et voilà les compromis qu'on aurait entre les deux choix. En ingénierie, quand on a déployé dans un grand groupe français, que je ne citerai pas aujourd'hui, ils ont déployé de l'IA. Au bout d'un mois, les gens qui faisaient de l'IA sont arrivés voir les concepteurs en disant « On a compris pourquoi vos boîtes de vitesse sur des voitures cassaient. » Les gens me regardaient complètement ébahis en disant « Écoutez, ça fait 5 ans qu'on bosse sur le sujet. Ça m'étonnerait qu'en un mois, vous ayez trouvé la solution. » Il dit « Non, si, on est sûr, on a trouvé le facteur qui explique à 99% la casse des boîtes de vitesse. » Les gens ont regardé en disant des yeux ébahis en disant « Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous êtes fous, quoi. » Et les gens leur ont dit « Faut repeindre les voitures. » Et les ingénieurs les ont regardés, ont commencé à rigoler en disant « Je vous demande pardon, pour éviter de casser une boîte de vitesse, il faut repeindre les voitures. » Et donc les gens leur ont dit « Mais vous êtes fous !» Et les gens leur ont dit « Non, il faut pas que les voitures soient jaunes. » Les gens ont regardé en disant « Mais vous rigolez ou quoi? C'est un test, il y a une caméra. » Et en fait, ils ont dit « Mais c'est pas possible, ça n'a aucune corrélation possible. » Il pourrait y avoir des corrélations directes, mais c'est pas possible que… On voit pas le truc. Non. Et donc les ingénieurs ont dit non mais revoyez votre copie, c'est pas possible. Et donc bref, ils ont travaillé quand même ensemble pour trouver et ils se sont rendus compte que c'était la Poste qui cassait le plus de boîtes de vitesse. Et donc forcément, les voitures de la Poste sont jaunes et donc ça casse les boîtes de vitesse parce que les voitures sont jaunes. Voilà. Un autre exemple très concret, vous savez, alors Louis doit connaître la réponse, mais vous savez comment l'IA fait la différence entre un chien et un loup. Alors, au passage, pour qu'un algorithme d'IA fasse la différence entre un chien et un loup, il faut lui donner 15 000 photos de chien et 15 000 photos de loup. Donc, il va vous donner une réponse en disant, après, quand vous donnez une base de données, dites ça c'est un chien ou un loup, et on ne sait pas vraiment comment il pense. Alors, pour savoir comment il pense, alors Louis doit connaître très bien le sujet, mais en fait, on va donner à l'IA qui a appris des stimuli pour voir comment il pense son problème. Et donc, cet exercice sur la différence entre un chien et un loup qui peut être un peu compliqué, on est d'accord qu'un enfant de 3 ans, avec 3 photos, c'est faire la différence entre un chien et un loup. L'IA a besoin de 15 000 photos. Et donc, on a donné des stimuli pour voir quels étaient les facteurs clés qui influençait la réponse en disant c'est un chien ou un loup. Et donc, le facteur clé, c'est vous donnez un carré vert à de l'IA, il vous dit c'est un loup. Parce qu'en fait, les loups sont photographiés en milieu naturel et donc toujours généralement sur des fonds qui sont verts. Les animaux domestiques, les chiens, sont photographiés dans des environnements qui bougent. Et donc 90%, t'as vu 90% de la réponse, c'est ne pas regarder l'objet, c'est regarder le fond. Voilà. Tu donnes un carré vert, il te dit c'est un loup. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a des limites justement à l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas d'humain à un moment donné, c'est ça. Lorsqu'on a une décision stratégique ou impactante pour une entreprise, on ne fait pas d'IA. Et lorsqu'on engage la vie humaine, on ne fait pas d'IA. Parce que ça n'a aucun sens. Alors c'est très marrant que tu parles de ça parce que nous, l'IA explicable aujourd'hui, c'est utilisé dans 2 domaines. Sur le domaine médical et le domaine juridique, beaucoup. C'est de l'aide à la prise de décision de vie ou de mort. Donc est-ce que je dois condamner cette personne à 50 ans de prison ou est-ce que je dois opérer cette tumeur? On utilise… Le explicable, c'est pourquoi le explicable? Justement, en fait, ça répond à cette problématique de black box. L'IA, c'est souvent, et dans l'ESG, c'est ça le grand problème des ratings. On voit un McDonald's va avoir 90 sur 100 chez Sustainalytics, 50 sur 100 chez Bloomberg, 10 sur 100 chez MSCI. Et il y a plein de papers en ce moment de Harvard, de MIT qui sont en train de montrer à quel point cette disparité, en fait, elle est très dangereuse. Parce que c'est ça qu'on appelle le greenwashing. Tout le monde est perdu après. Exactement. Et donc ça permet, McDo va prendre sa meilleure note et va dire, regardez, moi je suis très bien, donc je continue mes activités. Et là, on voit, sur les 3 dernières semaines, tu as eu Deutsche Bank qui s'est fait perquisitionner par la police sur des sujets de greenwashing, le CEO qui s'est fait virer, plus ou moins. Et Goldman Sachs et BNY Mellon, pareil, qui ont des scandales de greenwashing sur ces dernières semaines. Et donc l'IA explicable, ça essaie de répondre à cette problématique un peu d'opacité autour de l'intelligence artificielle explicable. Donc dans un cadre juridique ou médical, on a besoin d'avoir des explications de comment on arrive à oui, il faut condamner, oui, il faut opérer ou non. Parce que là, on parle de la vie ou de la mort des gens. Et donc l'IA explicable, ça vient résoudre un peu cette problématique en expliquant toutes les sources de data utilisées, toutes les hypothèses qui ont été faites, toutes les analyses comparatives qui ont été faites, pour donner à l'utilisateur final, donc celui qui va prendre la décision, plus de matière pour comprendre comment l'IA est arrivée là. Et aujourd'hui,
certaines des choses qu'on fait autour de la compliance, de la due deal, sont faites par des gros cabinets de conseil très lourds, manuellement, où ils sont très contents de le faire très lentement et de manière évidemment peu transparente. Et donc nous, on essaye d'optimiser ce processus, un peu de le digitaliser, le rendre plus fluide, plus transparent, encore une fois, je me répète, mais c'est le plus important. Aujourd'hui, si tu n'as pas toutes les bonnes données, donc on parlera de greenwashing, mais si tu n'as pas toutes les bonnes données connectées ensemble, et ben en fait, tu peux avoir des biais d'analyse en disant ça c'est vert alors que ça ne l'est pas du tout. Je te donne un exemple très concret. On bosse beaucoup en ce moment dans les batteries électriques. On se dit c'est génial, ça pollue beaucoup moins. Et nous on a dit, en fait, alors on parlera du greenwashing, mais on se dit est-ce qu'une batterie pollue vraiment moins qu'une voiture thermique? Alors sur l'usage, c'est une évidence. Il n'y a pas de gaz qui sort de la voiture. Pas de débat. Mais maintenant, si on intègre tout le cycle complet, de l'extraction des matières premières jusqu'à le recyclage et qu'on le compare avec une voiture. Et donc nous, on a fait l'exercice. Chez Gigli, là, la société que j'ai, on a fait l'exercice en se disant, on analyse de l'extraction des matières premières, donc avec toutes les machines que tu as besoin, la pollution, CO2, etc. On compare sur un cycle de 200 000 km la pollution d'une voiture thermique avec l'utilisation de la batterie et ensuite le recyclage de la batterie, avec le nombre de fois où il faut changer les batteries. Et on s'est rendu compte d'une chose super intéressante. Donc ça n'a pas été fait avec de l'IA parce qu'il n'y a pas de données là-dessus. Ça a été fait avec le savoir-faire des hommes en disant on caractérise, on calibre, etc. Et donc il y a un facteur, ce coup-ci, qui explique à quasiment 90% si une voiture est propre ou pas propre. Si une voiture électrique est propre ou pas propre. Et donc la réponse est, est-ce que vous savez qu'est-ce qui justifie le fait de dire on fait une voiture électrique, on n'en fait pas? C'est une vaste question ça. C'est une vaste question. L'électricité, non? Exactement. Ça n'a rien à voir avec un problème de batterie, c'est d'où vient l'électricité. Exactement. Ou en Chine, c'est pas tout à fait. Exactement. Exactement. En Chine, il ne faut pas faire de voiture électrique. Ça va plutôt être propre parce que c'est du nucléaire. Exactement. Exactement. En tout cas, si on parle de CO2. Exactement. Donc, si on parle de CO2, donc là, en Chine, il ne faut pas faire de voiture électrique. En Inde non plus, pas faire. Et en Allemagne, en France, ça va très bien parce qu'il y a beaucoup de nucléaire. En Allemagne, ça allait très bien. Là, on relance des usines à charbon. Il faut arrêter les voitures électriques en Allemagne parce que ça pollue plus qu'une voiture thermique. Donc moi, je m'appelle Nicolas. Moi, je suis juriste de formation. Je fais 5 ans de droit. Après, je me suis un peu planté dans mon orientation. Moi, je voulais être avocat en droit pénal et on m'avait dit, je ne sais plus en quelle année de droit, non, faites pas ça, ça nourrit pas son homme. Et après, voilà, je me suis planté. Je fais du droit des assurances. Ce qui peut être intéressant par certains aspects, mais qui n'était pas trop mon truc. Donc après, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA de sociologie des organisations à Sciences Po. Ça, c'est cool. C'est la sociologie vraiment appliquée au monde de l'entreprise. Pourquoi une entreprise fonctionne, dysfonctionne, les stratégies, les jeux entre les acteurs au sein d'une boîte et tout. Et après, je me suis fait un peu rattraper par mon parcours. J'ai bossé chez AXA un petit moment. Et après, j'ai rencontré ce qui était à l'époque une association de 300 salariés qui s'appelle le groupe SOS. Aujourd'hui, j'en suis un de ses dirigeants. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000 salariés, 700 établissements. Et on gère des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches, des équipements culturels, pas mal de choses sur la transition écologique aussi. Puis après, tout ce qu'on a pu entendre sur les premières lignes pendant le Covid. On a beaucoup d'hôpitaux et de maisons de retraite dans le Grand Est qui ont été touchés quasiment en premier pendant la crise sanitaire. Et plus globalement, notre sujet aujourd'hui, nous, c'est d'identifier des problèmes sociétaux et d'y apporter des réponses. Par exemple, là, on développe un projet qui s'appelle 1000 cafés, qui a pour objectif de réintroduire, de recréer 1000 cafés dans des villages de moins de 3500 habitants où il n'y a plus de commerce en général. Et de réinventer des choses qui sont évidemment classiques dans le paysage français, même si sur ces territoires ça disparaît, mais en les réinventant. C'est-à-dire qu'un café aujourd'hui, ça peut être évidemment un resto, une épicerie, mais ça peut être aussi un lieu où tu vas trouver du service public, parce que parfois il n'y a plus de poste. Donc ça peut être un relais poste, ça peut faire office d'office du tourisme, justement, ça peut être un accès Internet. Enfin, en fait, tu peux avoir un endroit qui recrée de la convivialité, mais qui au-delà de ça va recréer du lien social et de l'accès à des services qui ont disparu dans ces territoires-là. Voilà. Donc moi, voilà, un de mes sujets, c'est comment, sur les territoires, on identifie au plus près les besoins. On n'a pas encore d'intelligence artificielle, mais sans doute un jour, parce que justement, c'est hyper compliqué parfois de croiser des besoins d'un territoire. Et chaque territoire, finalement, est quand même assez différent. Avec ce que nous, on pourrait être capable de faire, mais en lien aussi avec les pouvoirs publics, peut-être avec d'autres acteurs associatifs, peut-être avec le monde de l'entreprise, pour à un moment donné attaquer vraiment des problèmes de fond
Et il y a des sujets, moi c'est un de mes grands sujets, Macron l'avait annoncé d'ailleurs en disant plus personne ne dormira dans la rue. Ouais, on raté. Mais peut-être qu'un jour le groupe SOS et avec d'autres, et peut-être en utilisant justement de l'intelligence artificielle croisée à l'intelligence humaine, parce que là il faut absolument les deux, mais peut-être qu'un jour on arrivera à modéliser en disant sur des objectifs ambitieux comme ça, il faut arrêter blablabla, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui, comment on l'a fait, sur quel type de territoire, et comment en fonction des territoires urbains, ruraux, etc., tu peux, avec quel budget, évidemment, il faut croiser. Mais voilà, moi je me dis qu'un peu nos défis, justement sur le long terme, ce sera plutôt sur ces sujets-là, des grandes questions sociétales. Ce que tu dis est super intéressant. L'autre jour, on m'a posé la question à une conférence dans le BTP. Sur le fait de dire, on m'a demandé, est-ce qu'avec l'IA, on aurait su que le pont en Italie qui s'est effondré il y a quelques années serait tombé? Et donc j'ai dit, la réponse est évidente. C'est une évidence. Et la réponse est non. Il n'y a pas assez de ponts qui tombent dans le monde, donc on n'a pas assez de données pour apprendre. Mais globalement, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, les valeurs sur lesquelles on avait basé notre système global, qui était surtout financier, sont en train d'évoluer au passage, on est d'accord, mais deviennent obsolètes finalement. Et le fait de dire on va faire des aspects green, certains en profitent pour faire du greenwashing, etc., c'est des valeurs qui sont en train d'évoluer et les gens sont un peu perdus face à ça en disant mais comment on fait ? Et globalement, on essaye toujours de ramener le greenwashing en disant c'est soit une obligation, soit on vous met une pénalité. Tu vois. Et nous, on a travaillé sur le fait, on s'est posé la question sur cet impact CO2, etc. En disant, mais ok, mais on met une pénalité sur le CO2, par exemple, parce qu'il y a des pollueurs dans le monde qui existent, on met une pénalité sur le CO2. Et donc ça change quoi ? Dans l'écosystème mondial, ça change quoi ? Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est le choix d'investissement sur les réseaux électriques mondiaux aujourd'hui n'est basé que sur l'hypothèse du coût de CO2, enfin l'amende à la tonne de CO2 que tu produis. Si tu mets 50 ou 150 euros, ça change complètement les investissements que les boîtes font. Moi, ma vision, c'est que dans 3-5 ans, toutes les entreprises, peu importe que tu sois public, privé, peu importe ta zone géographique, ton activité, auront des obligations ESG à respecter, et ESG au sens large du terme. Et nous, c'est vraiment l'ESG, on traque 150 métriques pour des ETI et on essaie d'en rajouter au fur et à mesure, mais vraiment, quel est ton impact sur la planète et sur la société et sur les humains au sens très large du terme, et je pense que tout le monde sera concerné dans les années qui arrivent. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Impact France. Ah bon, on en fait partie. On en fait partie. Et justement, c'est une des réflexions, c'est comment faire pour que demain, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, soit évaluée. Exactement. Et du coup, alors le mouvement Impact France a travaillé sur un outil qui s'appelle l'Impact Score. Et de cette réflexion se pose la question, est-ce que demain, après-demain, on sera capable collectivement d'évaluer toutes les entreprises avec un outil commun? Alors peut-être qu'il y aura certaines spécificités parfois en fonction du métier ou du champ d'activité, j'en sais rien, mais d'avoir l'outil le plus global possible qui permet d'évaluer l'impact de chaque entreprise, toute petite, PME, jusqu'à justement l'entreprise cotée en bourse, et de dire voilà, votre impact sur la société. Alors nous, à Impact France, on a plutôt tendance à dire il y a 4 volets: impact social, impact environnemental, répartition de la richesse. Est-ce qu'il y a une échelle des salaires qui est encadrée? Est-ce que la rentabilité, elle peut être un peu limitée ou pas du tout? Et, parce que tout ça est lié, un partage quand même de la gouvernance. En tout cas, le fait que la plupart, même l'intégralité des parties prenantes, soient quand même associées à la vie de l'entreprise. Et on se dit, il y a des outils déjà qui existent aujourd'hui. Il y a le Nutri-Score qui sur le champ de l'alimentation. Mais est-ce qu'on n'aura pas un jour un impact score en disant, voilà, telle entreprise, elle est plutôt verte sur tel ou tel aspect, rouge sur tel et tel aspect. Tu parles beaucoup de transparence, je trouve que c'est important de dire, il faut que ce soit transparent et que le consommateur, le client, quand il fait appel à une entreprise, il soit capable de savoir l'impact. Et là, on n'est plus dans du green ou du social washing, il y a un truc vraiment concret qui te dit, cette entreprise, elle est top, ou au contraire, elle fait de la merde sur tel ou tel aspect, et après, tu fais ton choix. Et pourquoi pas, tu utilisais, et ça, c'est aussi une des questions que je me pose, parce qu'à un moment, les entreprises, on a beau dire, elles réfléchissent quand même en fonction de leur porte-monnaie. Est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'il y ait des bonus ou des malus, ou en tout cas,
fiscalement, en termes d'appel aussi parfois à certains dispositifs publics. Est-ce que ça ne doit pas, les aides publiques, les investissements publics, est-ce qu'ils ne doivent pas être réservés parfois justement aux entreprises les plus vertueuses? C'est des questions qu'on se pose et on aimerait bien qu'il y ait un vrai débat d'ailleurs en France, parce que c'est vrai que l'Europe avance sur ces sujets-là, mais en France, on a l'impression que le débat est quand même encore un peu limité, même si évidemment la France est impactée, heureusement, par les travaux européens. Ouais, il y a un gros problème autour des boîtes privées, parce que les boîtes privées, il y a beaucoup moins d'informations publiques, tu vois, sur le data sourcing. Et donc nous, c'est divisé en 3 étapes, c'est-à-dire la première étape, on va sourcer toute la data publique qui peut exister. Donc ça, c'est corporate report, monde académique, gouvernement, social media news, leaks, etc., etc. Deuxième étape, ça va être de l'estimation de data en utilisant l'explainable AI justement, analyse comparative avec une complète traçabilité. Et troisième étape, quand le seuil de confiance en fait n'est pas assez élevé pour faire de l'estimation, parce que le dernier truc qu'on va faire nous, c'est du greenwashing, on va nous-mêmes aller collecter la data et demander des KPI extrêmement précis dont on sait qu'ils ont accès. Par exemple, comme une startup, tu ne vas pas lui demander c'est quoi ton scope 3 de carbone. Elle ne sait pas du tout. Mais elle sait la parité au sein des co-founders, elle sait combien il y a d'ordi environ qui utilisent, donc des choses très précises qui nous en fait vont avoir un peu le reste de nos calculations, de nos estimations. Mais il faut faire attention à ne pas faire des scores et des ratings bidons à dire voilà, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est rouge, ça c'est vert, non, ça c'est 5 étoiles. Mais à la fois, ça, comment tu fais pour que le grand public, et quand même l'enjeu, il est là à un moment donné, comment tu fais pour que le grand public quand même s'empare de s'approprie ces sujets-là? Et si c'est trop compliqué, ce sera compliqué aussi. Oui, globalement, tu disais tout à l'heure, on regarde 150 indicateurs. En fait, les gens ne savent pas faire le tri en 150 indicateurs. Hein. On sait tout ça. Ils n'ont pas le temps. Et puis ils n'ont pas le temps. Non, puis l'homme sait gérer 5 à 8 paramètres. Et quand vous faites un compromis entre 5 paramètres, c'est déjà monstrueux. En fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est la taille du problème. Il est pas extrêmement complexe en termes, mais il est très très gros. Parce que tu dis quoi? Tu dis, je ne vais pas travailler avec une entreprise indonésienne qui extrait du lithium parce qu'elle pollue. Oui, mais si cette entreprise de lithium pollue beaucoup, mais que tu utilises peu de ses composants et que tu utilises beaucoup moins de volume d'un autre truc qui pollue beaucoup plus, le bilan va être positif. Et puis finalement, quand tu te dis, je fais bosser une entreprise, on m'a posé une fois la question, non, on fait pas ça, mais on fait travailler une boîte quelqu'un fait travailler une boîte qui pollue beaucoup, mais qui fait du lithium. Oui, mais en fait, cette boîte, elle ne marche plus. Les enfants qui bossent là-bas pour aider leur famille et leurs parents, ils ne bossent plus. Et du coup, on génère un énorme problème là-bas qui est l'évolution, la misère, la pauvreté, etc. Donc, en fait, en fait, je pense que moi, j'adore votre discours en disant il faut être propre, etc. Mais je regrette qu'on soit obligé de réguler ça par des lois ou par de la pénalité financière. En fait, le truc, c'est. L'être humain étant ce qu'il est. Malheureusement, je sais il est un peu coquin quand même, l'être humain. Bien sûr. Non, mais si on reste dans ce système de pénalité, on n'évoluera jamais vers un autre système. Et en fait, je pense que nous, aujourd'hui, la responsabilité des nouvelles générations, comme les nôtres, c'est de dire qu'il faut faire évoluer ça. C'est de dire, j'ai pas besoin de me prendre une amende sur l'autoroute parce que je roule trop vite. Je devrais pas rouler trop vite. Ouais, mais là, c'est philosophique. Mais non, je pense pas que c'est philosophique. Je pense que, en fait, tu dis. Il faut qu'une entreprise communique tous les ans sur le fait de dire je suis de mieux en mieux, je suis de plus en plus propre. Que tu poulies à un instant donné parce que ton business était mal organisé, etc., c'est une chose. Mais en fait, ce qu'il faut montrer, c'est pas se dire je suis le plus propre, c'est dire je progresse tous les ans pour être bien plus sûr. propre. Mais là, tu es déjà dans le 22e siècle. Aujourd'hui, on sait par exemple que c'est parce que tu as eu des lois en matière d'intégration des personnes en situation de handicap ou sur l'égalité femmes-hommes que beaucoup de boîtes ont évolué. Sinon, bien sûr. Parce que justement aujourd'hui la société, les entreprises sont pas mûres par rapport à ce que tu dis toi. Moi je suis d'accord qu'il faudrait aller là-dessus. Aujourd'hui on n'y est pas tout à fait parce que justement peut-être que le retour sur ce que je fais de bien ou ce que je fais de moins bien, il n'est pas aujourd'hui direct ou il n'est pas instantané, tu vois. Oui mais ça je suis d'accord. Mais en fait je pense que le fait de la pénalité c'est un truc très franco-français. Qui est dire je pénalise votre porte-monnaie pour apprendre les gens. Mais en fait on est rentré dans ces mains-là qu'on a reproduit. C'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays sur lesquels on n'est pas du tout dans ce mode de pénalité en disant je vous fais une amende pour vous apprendre. Est-ce que c'est pas s'adapter un peu justement à la culture aussi Oui, mais là, on a créé cette culture de pénalité. C'est quand même dommage qu'on l'a fait. Si tu veux. Je pense qu'au vu de l'urgence qu'il y a, et là je parle du réchauffement climatique, au vu de l'urgence, je pense qu'il n'y a plus trop le temps de dire les gens vont naturellement aller là-bas et les gens changent quand il y a le régulateur qui vient taper ton porte-monnaie. Alors est-ce que c'est la meilleure des façons ? Peut-être pas, et moi je suis un peu d'accord sur ce que tu dis, par exemple sur l'autoroute, mais quand même pour accélérer le mouvement, parce que là on est quand même au niveau zéro, à part quelques entreprises volontaires. Là, pour la première fois, on a ça.
Et peut-être pour répondre à la question que tu m'avais posée, et voilà, comment est-ce qu'on montre au grand public, qui t'a raison, on ne peut pas gérer plus que 5-8 paramètres. Tout le monde, c'est pas que le grand public, on est tous Ah, à la table oui, du non, grand public. Bien sûr, tout le monde. puis on n'a pas le temps. En fait, nous, on travaille avec des acteurs financiers, des wealth managers, des banques comme Primonial ou autres, sur la visualisation d'impact ESG de portfolio. Parce que justement, un wealth manager, son job, c'est d'optimiser, on va dire, le ROI financier de son client, tous les mois, lui montrer réel ou là. Maintenant, beaucoup se penchent sur la question ESG. Alors, est-ce que c'est juste un élément marketing différenciant pour avoir plus de clients, ou est-ce que c'est justement, au vu des nouvelles réglementations, ils vont dire, voilà, la première étape, avant d'optimiser quelque chose, il faut savoir le mesurer. Et nous, c'est là où on intervient. Donc, on va scanner le portfolio, on va mesurer, on va visualiser son impact à travers des métriques, des nombres. Alors, on en suit beaucoup, mais à travers de l'alignement, à travers des choses un peu plus gamifiées, beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus visuelles. Et ensuite, le Wealth Manager va optimiser le ROI ESG, on va dire, de son client mois après mois. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le ROI ESG commence à être corrélé avec le ROI financier. C'est-à-dire qu'une boîte qui performe mieux d'un point de vue environnemental va se comporter mieux financièrement sur les 10 prochaines années. Mais bon, tout est hyper intéressant. Et ça, c'est hyper intéressant que le fait que ce soit corrélé commence à être prouvé, c'est ça? Ça commence. Ouais, mais c'est la même chose avec le RSE. Bah, longtemps, en fait, ça a été un frein à beaucoup d'ambitions d'investissement responsable. C'était de dire, ok, très bien, mais moi, mon fiduciary duty, mon devoir fiduciaire, c'est de faire de l'argent à mes clients. C'est-à-dire, par la loi, je suis un peu obligé, c'est mon critère numéro 1. Et pendant longtemps, on disait, bah, regardez, si tu investis dans l'ESG, moi, je vais le faire jamais parce que ça m'apporte moins de thunes, en gros. À court terme. Voilà, c'est ça. Et en fait, maintenant, le rapport de force, on va dire, s'est inversé, je pense, sur les 5 dernières années, où en fait, on réalise, si tu fais des projections, que les boîtes qui sont les plus respectueuses, les plus vertueuses, seront aussi celles qui se comporteront le mieux financièrement. Mais tout ça, c'est tout nouveau, on est vraiment à la frontière de beaucoup de choses. Bah, alors, ça fait avancer les choses, c'est une certitude. Après, si on regarde les résultats de la COP 21, on voit que tous les pays, si on remonte à un niveau étatique et pas entreprise simplement, on dit, bah, en fait, il y a eu des trous dans la raquette, hein, même si on voulait pénaliser, il y a eu des trous dans la raquette. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, et je comprends très bien le fait de dire, ok, c'est une action court terme qui crée un effet, mais en fait, l'effet secondaire du truc, c'est que les gens n'attendent plus que ça après. Tu vois, au lieu de se dire, bah non, en fait, mon comportement, il est pas bon. Tu vois, je veux faire marrer. J'ai acheté une marque d'éponge l'autre jour, une grande marque connue avec un grattoir vert et un truc jaune. Et donc c'était un lot de 4. Je vais me faire marrer. J'ouvre le lot de 4, les éponges étaient emballées 2 par 2. J'ai failli faire une photo et le balancer sur internet en disant mais un emballage dans l'emballage. Il y avait 2 emballages. Les éponges étaient emballées 2 par 2 et il y avait un emballage de l'emballage des 2. Beaucoup, ouais. Je dis mais excusez-moi. Et on est d'accord que sur les yaourts, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans qu'on dit on fait plus de suremballage. Et on met dans un film plastique d'éponge. Mais excusez-moi, mais juste un truc. Mais tu vois, on part de. Il y a tellement de choses à faire que. Mais là, et les gens attendent quoi? Qu'on mette une pénalité pour qu'ils se disent, mais attendez, c'est juste complètement illogique de faire ça. Peut-être qu'ils ont besoin de ça en fait pour réaliser. Mais non, en fait, je pense qu'il faut faire changer les mentalités. Et je pense que c'est à nous de faire changer les mentalités en disant, bah, tu publies sur internet, tu dis c'est quand même pas normal. Excusez-moi, mais c'est quand même pas normal. Alors tu peux pas le voir quand tu achètes le truc, les 2 films sont en plastique transparent, tu vois pas. Et tu dis mais excusez-moi mais c'est juste pas normal. Et que les gens se disent bah ouais je devais pas ça. Enfin, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'effectivement il faut sans doute une espèce de révolution culturelle. Bien sûr. Mais qui du coup, on le sait, ça prend du temps parce que tu interroges plein de choses. Tu interroges ce qu'est la réussite ou le succès dans nos sociétés. Est-ce que c'est et quand même on vient d'un monde où quand même la réussite passait beaucoup par l'accumulation, et donc là, je pense que nous, on a envie effectivement que ça évolue et que ton succès, même en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément l'accumulation, c'est l'emploi que tu vas créer, est-ce que les gens qui travaillent avec toi se sentent bien ou pas, justement l'impact social et puis évidemment l'impact environnemental. Est-ce que ta boîte, elle détruit la société? Ou est-ce qu'elle est vertueuse et qu'au contraire, elle prend soin de la planète? Et le problème, c'est que les révolutions culturelles, ouais, ça prend du temps. Donc, à mon avis, il faut mener les 2 de front. Tu as raison, il faut mener cette révolution. Et à la fois, pour ceux qui n'ont pas envie tout de suite d'y aller, parce que c'est dur de changer aussi, eh bien, sans doute que quand même, des lois, des réglementations, des pénalités, ou des encouragements aussi, ça peut être ça. Oui, ça peut être des encouragements. C'est bien meilleur un encouragement. Peut-être que c'est aussi ça qu'il faut encourager.
À mon avis, ça passe par les deux, quoi. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire et que si on n'avait pas mis le Green Deal européen, si on ne met pas 40 flics qui descendent chez Deutsche Bank pour du greenwashing, ça évolue. En fait, le changement culturel, peut-être qu'il arrivera, mais je pense qu'il arrivera 1 milliard de fois trop tard. Et on voit que quand chacun a sa propre méthodologie, quand chacun a sa propre black box, on arrive à McDonald's qui a 90 sur 100 mais et 10 les sur black 100 box, en c'est même temps. juste impossible. C'est des scores random, black box, chacun a sa propre méthodologie. Et même, ils vont plus loin que ça parce qu'ils ont vu que chez Bloomberg ou MSCI, je ne sais plus, il y avait des ex-exécutifs de McDo qui étaient venus et qui donc, pour la méthodologie de scoring de cette industrie, avaient enlevé des métriques et des facteurs qui auraient mis McDo très mal. Et ça, on le voit dans beaucoup de différents trucs. Donc, moi, je suis pour un score, je suis pour avoir cet indice un peu macro qui permet de prendre des décisions, mais il faut qu'il soit absolument transparent et uniforme et que chacun ait la même méthodologie, au moins le même dictionnaire à faire, d'où cette fameuse taxe. Ce qui est insupportable en plus aujourd'hui, c'est l'écart entre les discours et les actes. Et d'autant plus que ceux qui justement peuvent se permettre d'avoir des discours qui embellissent la réalité et avec des moyens considérables qui leur permettent d'être beaucoup vus, c'est des entreprises justement qui ont beaucoup de moyens. Donc il y a aussi quelque part une injustice, c'est-à-dire que c'est facile de faire du social ou du greenwashing quand tu as beaucoup d'argent. Et du coup, c'est une forme de concurrence déloyale parce que les boîtes qui font les choses bien, on sait qu'à court terme, sur le long terme, elles seront évidemment y compris plus rentables, je pense, d'un point de vue économique. Mais à court terme, c'est de la concurrence déloyale parce que quand tu fais n'importe quoi d'un point de vue humain ou environnemental, c'est sûr qu'à court terme, ça te coûte moins cher. Par contre, sur le long terme, je pense que ces entreprises sont condamnées. Mais j'avais juste fait une petite capture d'écran là parce que sur cet écart justement entre les discours et la réalité et sur le fait aussi que l'intelligence, sur le fait que l'intelligence humaine, elle est primordiale et qu'elle ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle. Je discutais avec un ami qui habite dans le 20e. Ses enfants sont dans une école assez mixte, populaire dans le 20e. Et ils font ce que font beaucoup d'écoles, c'est-à-dire ils font une kermesse où ils vont demander aux commerçants du quartier s'ils peuvent leur offrir des lots, des prix ou une réduction. Et il y a plein d'hôtels, de restaurants, de boutiques qui donnent des choses et tout. Bah, encore une fois, c'est s'intégrer dans son quartier et tout ça. Enfin, des choses qui font aussi partie de la RSE, entre guillemets. Et donc, il tombe sur le manager d'un restaurant qui... je suis sur leur site là, donc qui se surnomme en tout cas Mama. C'est assez facile de voir de qui il s'agit. Et donc Mama est rapidement devenue synonyme de générosité, d'hospitalité chaleureuse et d'un soupçon de malice. Depuis lors, elle a étendu son rayonnement à 3 continents, 9 pays et 14 villes, et d'autres ouvertures sont encore prévues. Donc quand tu lis ça sur leur site internet, tu te dis bah ils sont cool quoi. Et mon ami donc, qui va leur demander je sais pas, un brunch pour 2 personnes ou une réduction sur une pizza, se fait rire au nez par le manager qui lui dit non mais nous on n'est pas là non plus pour faire du social et puis vous n'allez pas nous faire pleurer non plus. Je pense que je vais en parler d'ailleurs sur LinkedIn où j'ai un peu de réseau et à un moment donné c'est ça qui est plus supportable, quoi. C'est à un moment donné d'afficher les choses, que ce soit sur la question environnementale ou sur la question sociale. Là en plus, ils surlignent générosité, hospitalité chaleureuse. Tu vois, il y a un moment, c'est juste plus possible. Et je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Et à mon avis, effectivement, d'avoir des outils comme le tien, hyper élaborés, mais ça ne remplacera non plus jamais la conscience citoyenne. Et par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est ça, notamment chez les jeunes générations. Alors je pense que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on voit quand même qu'il y a cette conscience sociale et environnementale. Et moi, ça me rassure parce que, en fait, tout va partir de là, quelque part. Exactement, c'est exactement ça. Parce que tu vois, quand tu te dis, alors ton exemple est super intéressant. Alors, après, encore une fois, sorti d'un contexte, je veux dire, ça, je ne connais pas ce commerçant dans le 20e, mais qu'importe. Mais s'il a des problèmes et que sa société est en train de couler et qu'il va mettre 10 personnes à la porte s'il commence à faire ce genre de choses, je comprends un peu sa réaction. Quand tu dis, par exemple, on dit on veut pas polluer, mais pourquoi est-ce qu'on se dirait on pollue moins de CO2 en disant je vais pas chercher mon lithium en Inde et du coup je crée pas l'emploi qui permet d'emmener les enfants à l'école et que les gens ne tombent pas dans une extrême pauvreté qui va générer un nouveau Covid qui va ravager la planète.
Moi, je crois que c'est une valeur de se dire, ben moi, je veux bien polluer un peu plus et payer pour éduquer les enfants en Inde, pour éviter qu'ils soient dans les décharges publiques en train de ramasser les débris. Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas plus de valeur que de me dire je pollue un peu moins? Ben moi, je crois que ça se tient bien. Tu vois, il y a quelques années, il y avait une grande marque de basket qui a eu un problème en disant, dans vos usines, il y a des enfants qui travaillent. On m'avait posé la question il y a 10 ans, je crois, à une conférence en disant vous en pensez quoi, vous auriez fait quoi? J'aurais dit c'est très simple, j'aurais dit je ne change rien, mais j'oblige les enfants à aller la moitié du temps à l'école. Et je les paye 2 fois plus cher pour garder le fait que les familles doivent vivre avec de l'argent, mais j'autorise les enfants à aller, enfin j'impose aux enfants, ils travaillent dans l'usine, à aller à l'école pour les cultiver et sortir de cette précarité. Je ne pourrais pas les sortir du jour au lendemain, mais je peux construire la culture qui va faire en sorte qu'ils sortent de cette précarité. Et je crois que le problème des indicateurs macro, et j'aimerais bien ces indicateurs macro de dire je suis green, machin, etc., et c'est pas du greenwashing, n'enlève pas le fondement des choses, qui est de dire on peut accepter de polluer un peu plus pour dire on va améliorer un autre point de la planète qui va pas. Tu vois, laisser des pays les enfants qui traînent dans les décharges. Excusez-moi, mais quand vous voyez des photos sur internet, tu te dis mais comment on peut laisser faire ça? Regardez, on est au bord d'une terrasse au soleil en plein cœur de Paris. Il y a des enfants qui sont en train de ramasser nos déchets en Inde. On a balancé joyeusement là-bas parce que c'est moins cher. Parler du mouvement Impact France tout à l'heure, il y a plein d'entreprises dans le mouvement Impact France qui ne sont pas forcément des associations, qui sont des sociétés, mais qui ont décidé au-delà d'un certain montant, on ne versera plus de dividendes. Ouais. Voilà, on met un plafond en dividendes. Et puis les échelles de salaire, ça ne peut pas être 1 à 400 comme on a dans certaines grandes entreprises. Enfin, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus et qu'on a très peu en France. Et juste pour finir, ce que je parle un peu longuement, mais moi j'étais très surpris justement que pendant la crise des Gilets jaunes, la question de l'entreprise, elle soit quasiment jamais évoquée. Or, la question de l'entreprise, la façon dont elle est organisée, la façon dont elle distribue la richesse, c'est quand même hyper important. Et en France, on est beaucoup dans le citoyen versus l'État. Voilà, il faut payer plus d'impôts, il faut payer moins d'impôts, enfin ça tourne quand même, la fiscalité, ça tourne, c'est hyper important, on est d'accord. Mais parfois on oublie aussi qu'une entreprise, elle joue aussi sur la façon dont fonctionne notre société. Est-ce que c'est normal qu'un patron gagne 400 ou 500 fois ce que gagne le plus petit salaire dans sa boîte? C'est une des métriques qu'on traque, nous, c'est le multiple du salaire du CEO par rapport à la moyenne des employés. Le partage des richesses, je suis entièrement d'accord. Et ça fait complètement du sens sur tout ce qui est domaine public ou de biens un peu collectifs. Je trouve ça parfait. Super. Merci. Écoute, c'est passé très vite. Hein. Ouais, c'est passé. Ouais, c'est passé.